Donc, bonjour Aïda Asgarzadeh. Bonjour. Nous vous avons découvert dans Les Vibrants, dans une mise en scène de Quentin Defalt, au théâtre de la Reine Blanche. Il faut souligner que vous êtes l'auteur de cette magnifique pièce qui nous conte le calvaire sur les gueules cassées de la Grande Guerre. Et non content d'avoir écrit cette pièce, vous y jouez en interprétant pas moins de 3 personnages. Je crois, 2. Pour ma part, j'en fais 2. 2, voilà, j'avais un petit doute, 2 ou 3. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire cette pièce sur la guerre 14 et qui se situe quand même à contre-courant des pièces actuelles? Alors, en fait, l'idée toute première est venue de Benjamin Brenière, qui joue le rôle d'Eugène, le rôle principal. En fait, nous, on est 4 comédiens dans le spectacle et on a tous fait la même formation, on se connaît depuis plusieurs années. Et on est très amis. Et avant tout, on avait envie de travailler ensemble. Et Benjamin a vu une exposition qui s'appelait 1917, qui traitait de l'art pictural durant l'année 1917, qui était une expo à Metz. Et dans une des salles, il y avait des moulages de visages de gueules cassées. Ça l'a beaucoup troublé et il m'en a parlé. Et on a beaucoup réfléchi sur ce sujet-là. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas très exploité, surtout au théâtre. Il y a peu de films même sur les gueules cassées et en fait en faisant des recherches c'était terrifiant comme découverte et on a eu envie ensemble de faire quelque chose là-dessus parce qu'on trouvait des résonances avec toutes les crises identitaires en fait. Comment on fait pour se reconstruire quand on n'est plus rien, quand il faut repartir de zéro. Et là c'était très marquant, le visage c'est ce qu'il y a de plus parlant au niveau identitaire. Et c'est vraiment partie de cette exposition en fait. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez pensé à un moment donné que vous preniez là un risque justement de créer une pièce voilà, qui est à contre-courant de tout ce qu'on peut voir bon, peut-être que la guerre 14 intéresse moins ou c'est peut-être moins vendeur Je ne me suis pas du tout posé la question en fait, parce que à partir du moment où le sujet me parle vraiment, je me pose pas trop la question. Enfin, je me dis que si ça me touche, ça va toucher d'autres personnes. Si je pense pas être unique. Et si ça fait des résonances chez moi, ça en fera forcément chez d'autres personnes. Et en plus de ça, il y avait alors cette espèce de reconstruction, enfin ce sujet de la reconstruction. Et ce que je voulais amener également dans la pièce, c'était toute la dimension du théâtre salvateur. De pourquoi on fait du théâtre, pourquoi ce métier existe, pourquoi je fais du théâtre aussi très égoïstement. Et qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'une personne. Et du coup, je trouvais que c'était aussi quelque chose de tenter d'énormément d'espoir comme message, comme spectacle. Et je n'ai pas un instant réfléchi au fait que ce soit à contre-courant, comme vous le dites, ou en marge, je ne sais pas, non. Et alors, en fait, il y a une mise en abîme quand même dans cette pièce, puisque voilà, on y voit Sarah Bernard. Est-ce que ce sont des choses qui ont existé, des faits où ça a été purement inventé? Il y a plein de choses qui sont réelles dans cette histoire, des personnages qu'on rencontre, tout concorde historiquement. Après, la rencontre entre Sarah Bernard et Eugène est totalement fictive, mais plausible. Sarah Bernard était vraiment quelqu'un de très patriotique. Et elle avait déjà été au Val-de-Grâce, rencontré des soldats, elle avait tenu une ambulance à l'Odéon pendant la guerre contre la Prusse, et elle était déjà amputée de sa jambe. Et du coup, je trouvais que le lien se faisait de manière assez évidente entre ces deux estropiés, en fait. Et elle est tellement fascinante. C'était une figure si forte, et puis une figure féminine, alors j'y accorde de l'importance d'avoir des belles figures féminines dans mes pièces. Et Sarah Bernard, c'était vraiment du pain béni, quoi. Carrément, donc vous avez vraiment étudié son personnage, parce que c'est une femme forte, car même estropiée, je crois savoir qu'elle continuait à jouer, elle se faisait porter, etc. Et dans la pièce, vous la montrez comme une femme forte. Oui, et en fait c'est drôle parce que Amélie a très vite proposé cette teinte de personnage, telle qu'on la voit aujourd'hui dans la pièce. Et c'était exactement ce que j'avais imaginé sans que je n'ai rien à lui dire. Je sais pas, il y a vraiment, elle a eu une évidence sur ce rôle et elle n'a pas du tout essayé de recréer quelque chose de similaire à ce qu'on peut entendre par exemple de la voix de Sarah Bernard qu'on appelle la voix d'or, etc. Mais il y avait quelque chose dans ce caractère très
on y va, on se plaint pas, très, qui prend les choses à bras le corps et elle le fait formidablement, je trouve. Ah bah oui, tout à fait. Alors, si on regardait toute cette pièce vous tient à cœur, mais s'il y avait un élément vraiment qui vous tient le plus à cœur, quel serait-il? C'est ce qui ressort dans le titre, en fait, Les Vibrants, qui est en fait à la base la définition que Sarah Bernard donnait des comédiens. J'ai pris sa définition et je l'ai agrandie dans le texte, je l'ai étoffé, je l'ai développé, on va dire. Et Sarah Bernard appelait les comédiens des vibrants. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que je trouve vraiment magnifique comme définition pour un comédien. Et je voulais reprendre cette idée de tous ces personnages qui entourent Eugène, qui vont l'aider d'une manière ou d'une autre à aller de l'avant et à avoir la flamme. Et je voulais que toutes ces personnes soient identifiées comme des vibrants. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que effectivement dans cette pièce, il y a quand même un faisceau de sentiments vraiment épars, parce que vous touchez à tout en fait, à la reconstruction, voilà, un passé qui s'éteint, sa petite amie l'a abandonné, sa mère, sa famille ne la reconnaît pas, etc. Donc comment vous est venue en fait toute cette réflexion autour de ce drame en fin de compte, qu'on n'imagine pas finalement? Non, en fait c'est tellement délicat que je pense que parfois il vaut mieux suggérer ou en tout cas faut faire très attention à la manière de raconter ce genre de choses. Et c'est pour ça que la fiction est très importante aussi dans cette histoire. C'est pas un documentaire, c'est pas... l'idée n'était pas de faire un documentaire sur les gueules cassées. Et c'est pour ça qu'il y a cette énorme part de fiction et de cette aventure un peu romanesque, cette histoire d'amour avec Blanche qui se crée, parce qu'il fallait aller vers autre chose pour pas être... pour rester délicat, Ouais. Mais néanmoins, voilà, le personnage, il suit quand même un chemin de croix quand même. Oui, tout à fait. L'idée c'était de vraiment jongler entre ces deux choses. Alors si c'était complètement trop fictionnel, je pense que ça ne serait pas crédible. Et du coup, le travail a été aussi d'aller entre des choses très romanesques, cette mise en abîme de l'histoire de Cyrano de Bergerac, avec des lettres qu'on retrouve. Mais quelle trouvaille, Cyrano. Mais quelle trouvaille, voilà. Quand même. Et puis des moments très concrets de crise de douleur, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer non plus. Oui. Et c'est un travail que Quentin a fait aussi sur la mise en scène pendant tout le spectacle. Alors justement, Quentin de Falt, qui est donc le metteur en scène, comment vous l'avez rencontré, comment ça s'est fait cette histoire? Alors c'est très drôle parce que moi j'avais vu qu'un seul de ces spectacles qui était Monsieur Martinez, que je trouvais fantastique, et Benjamin avait vu d'autres spectacles. Et il avait eu une opportunité éventuellement de travailler avec Quentin, et malheureusement son calendrier ne le permettait pas. Et il en avait très envie et il nous a suggéré de proposer ce texte à Quentin. À l'époque, j'avais écrit un quart d'heure de la pièce seulement. Et on l'a rencontré et je me souviens qu'on était tellement stressés de lui proposer le spectacle parce qu'on voulait tellement que ce soit lui. Et donc il a lu les 15 premières pages et puis je lui ai pitché la suite et puis il a dit ok, d'accord. et puis quand je vois depuis tout le chemin qu'on a parcouru, l'attachement qu'on a aussi pour notre metteur en scène, c'est vraiment une très belle rencontre. Et je trouve que c'était la parfaite personne pour ce texte. Mais là, est-ce que vous êtes intervenu dans la mise en scène ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Après, on a fait un petit travail en commun au fur et à mesure qu'il dessinait sa mise en scène dans sa tête de modification de texte de temps en temps. Ouais. Parce que j'ai une écriture assez cinématographique. On passe d'une scène à une autre très vite, on change de lieu, on est à l'hôpital, au tranché, à la Comédie Française, en tournée et tout ça. Et parfois c'était pas évident de faire des allées-venues, surtout qu'on est 4 comédiens et qu'il faut bien qu'on se change à des moments. Oui. Donc il y a eu des ajustements de texte et puis même
Parfois un rôle que j'avais pas forcément écrit dans cette couleur-là. Quentin a proposé une autre couleur au personnage que je trouvais même plus juste que ce que j'avais imaginé. Et du coup, j'ai un petit peu remodifié les dialogues pour être concordants. D'accord. Alors venons-en à la comédienne. Alors comment on passe d'auteur à comédienne alors en fin de compte, comment ça s'est passé? Mais c'est très facile. Non, c'est vraiment très facile parce que vraiment à partir du moment où le texte est validé, Ouais. je ne suis plus auteur, je suis comédienne en fait juste. Et Parce qu'à la base vous êtes comédienne. à la base je suis comédienne. Ouais. D'accord. Et du coup, oui, en fait, comme je suis comédienne, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que j'étais auteur aussi. Ouais. C'est étrange, mais du coup, je n'ai pas du tout d'ego d'auteur pendant qu'on travaille le spectacle, une fois que le metteur en scène est validé et que lui veut faire. C'est son spectacle au final. Comme on prendrait un auteur mort et puis on décide de faire des coupes, on décide de bouger des choses, on décide de faire un truc ultra moderne ou ultra classique. Enfin, je sais pas. C'est sa vision et on est à son service. Et D'accord, donc ça s'imposait de fait. ouais, c'était hyper simple. alors est-ce qu'il va y avoir des tournées? Alors, on a créé ce spectacle en 2014. On a fait déjà 3 Avignon et 2 ans de tournée. Et on continue encore notre tournée l'année prochaine. Et on a la joie de reprendre ce spectacle à partir de septembre 17 au studio des Champs-Élysées. D'accord. Voilà, on vient juste de l'apprendre, on est très heureux. Donc, alors, est-ce que ça fait partie des projets que vous avez, ou vous avez d'autres projets? J'ai d'autres projets, tout à fait. J'ai un nouveau spectacle qui s'appelle La main de Leïla, que j'ai coécrit avec Kamel Isker, qui est aussi sur scène. C'est un peu une histoire d'amour à la Roméo et Juliette en Algérie, dans les années 88. Et c'est un spectacle qu'on a créé l'été dernier, mis en scène par Régis Vallée, et que vous retrouverez d'ailleurs dans le porteur d'histoire, Edmond, tout ça. Je parle d'Edmond parce qu'il y a Cyrano, enfin, Oui, voilà, oui, c'est un peu une grande famille, on travaille tous ensemble. Et on le jouera de nouveau cet été à Avignon. Et puis on est en tournée à partir de janvier prochain et on fait également une reprise parisienne à partir de septembre aussi. Ah, septembre aussi. Et... au Théâtre des Béliers. Ah d'accord, très bien. Merci beaucoup Aïda. Merci.